Des frappes aériennes russes menées dans la nuit de mardi ont fait au moins 4 morts, dont 3 jeunes enfants dans la région de Kharkiv, ont déclaré les responsables locaux. Au moins 10 personnes tuées mercredi matin lors d'une fusillade dans la province canadienne de Colombie-Britannique. Parmi elles, l'auteur présumé de l'attaque. Manifestation émaillée de violence à Tirana. L'opposition accuse le Premier ministre de corruption. Au moins 16 policiers ont été blessés et 13 personnes interpellées. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la création d'une capacité d'endettement commune de l'UE pour financer des technologies vertes et la défense de l'Union. Trois jeunes enfants et leur père ont été tués dans une frappe sur un immeuble résidentiel de la ville de Bohodukhiv, dans la région de Kharkiv. La mère de famille enceinte a seulement été blessée et transportée à l'hôpital. Les 2 garçons âgés de 1 an et la fillette âgée de 2 ans sont eux décédés. Une femme de 74 ans a également été blessée. Selon la police, la famille avait été évacuée d'un village frontalier quelques jours auparavant. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commenté cette dernière attaque russe sur ses réseaux sociaux. Il a déclaré que chaque frappe russe de ce type sape la confiance dans tous les efforts diplomatiques déployés pour mettre fin à cette guerre. Selon lui, les forces russes ont lancé 129 drones de combat sur l'Ukraine depuis mardi soir. Au cours de cette dernière journée, plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées à la suite de frappes russes sur l'Ukraine. Dans la région de Donetsk, une équipe de tournage des médias publics lettons a été prise pour cible par un drone russe. Le bilan s'alourdit après la fusillade survenue dans une école dans la province canadienne de Colombie-Britannique. L'attaque a fait au moins 10 morts. 7 personnes, dont la tireuse présumée, ont été retrouvées mortes à l'intérieur de l'établissement situé dans la ville de Tumbler Ridge. Une autre personne est décédée lors de son transport de l'école vers l'hôpital. Enfin, 2 autres victimes ont été retrouvées sans vie dans une maison proche de l'école. La fusillade a aussi fait 27 blessés, dont 2 grièvement et 25 autres plus légèrement. L'auteur des faits serait une femme aux cheveux bruns, portant une robe au moment de l'attaque. Selon les informations partagées par la Gendarmerie royale du Canada, ses motivations sont inconnues pour l'heure. Dans un communiqué, le Premier ministre canadien Mark Carney a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, évoquant un acte de violence horrible. Une manifestation anti-gouvernementale émaillée de violence à Tirana. La police albanaise compte au moins 16 membres des forces de l'ordre blessés et 13 personnes interpellées. Une foule en colère s'est rassemblée mardi soir devant le Parlement pour accuser le Premier ministre Edi Rama de corruption et dénoncer un régime présenté comme au parti unique. Des manifestants ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur le Parlement et le siège du gouvernement. Les policiers autour des bâtiments ont utilisé des canons à eau et du gaz lacrymogène. L'ancien Premier ministre et chef de l'opposition Salih Berisha avait lancé l'appel à manifester. Selon lui, un élu de son parti a été blessé. Son successeur à la tête du gouvernement, Edi Rama, a été frappé par plusieurs scandales et vendredi, la Cour constitutionnelle a confirmé la suspension de sa vice-première ministre, Belinda Balogun, en raison des accusations de corruption portées contre elle. C'est la première affaire emblématique de tueurs à gages mineurs recrutés sur Internet par la narcocriminalité organisée en France. Le procès d'un adolescent pour le meurtre en octobre 2024 à Marseille d'un chauffeur de VTC s'est ouvert mardi devant le tribunal pour enfants de Paris. Alors âgé de 14 ans, il avait été engagé via Snapchat en tant que tueur à gages par un narcotrafiquant incarcéré, mais s'était trompé de cible. L'accusé avait été placé en foyer à 9 ans, ses parents étant en prison. Ce drame, il était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. L'avocate de la veuve de la victime, mère de ses 3 enfants, demande une peine exemplaire. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait, des faits. Aujourd'hui âgé de 15 ans, l'accusé encourt 20 années de réclusion. Le jugement est attendu jeudi en fin de journée.
vais être clair avec vous. Le président français a appelé à la mise en place d'une capacité d'endettement commune de l'UE et d'euro-obligations pour financer les technologies vertes, la défense et la sécurité, arguant que l'Europe doit investir dans son avenir. Emmanuel Macron a averti que l'Europe risquait d'être balayée par les États-Unis et la Chine sans une capacité d'endettement commune de l'Union. Selon le président français, l'UE est sous-endettée par rapport aux États-Unis et à la Chine. À l'heure où la course aux investissements technologiques bat son plein, ne pas utiliser cette capacité d'emprunt serait une grave erreur, déclare Emmanuel Macron. Le dirigeant français a renouvelé son appel en faveur d'une dette commune sous forme d'euro-obligations, arguant que l'UE a besoin d'environ 1200 milliards d'euros par an d'investissements publics et privés pour les technologies vertes, le numérique et la défense. L'UE a eu recours à la dette commune en 2020 pour relancer l'économie européenne après la pandémie de Covid-19. Mais les tentatives françaises de pérenniser ces outils se sont heurtées à une forte opposition de l'Allemagne et des États membres du Nord, généralement plus économes. Les dirigeants de l'UE se réuniront jeudi en Belgique pour un rendez-vous informel afin de discuter du renforcement du marché unique, de la réduction des dépenses économiques et du renforcement de la compétitivité. La Commission européenne annonce son intention de mettre en place une application pour venir en aide aux jeunes victimes de harcèlement en ligne. Selon l'exécutif européen, le cyberharcèlement touche jusqu'à un enfant sur 6 âgé de 11 à 15 ans. Le projet en est à ses débuts et s'inspire de l'application et la ligne d'assistance 3018 française. L'idée serait un modèle européen de l'application que les États membres pourraient adapter. We want to make sure that children and youth across EU that they are all equally protected and empowered. Based on shared understanding of what cyberbullying is, we call for all member states to develop coherent national cyberbullying policies. We are making sure that all our relevant tools are fit to combat cyberbullying and that we make use of the latest technologies when addressing it. L'application devrait permettre aux victimes d'envoyer les preuves du cyberharcèlement et de recevoir de l'aide des services chargés de la protection de l'enfance. Le plan d'action prévoit par ailleurs le renforcement de l'appareil législatif sur les services numériques afin de protéger les mineurs des contenus préjudiciables. Les autorités sud-coréennes ont perquisitionné ce mardi l'agence de renseignement nationale dans le cadre d'une enquête sur une incursion présumée de drones en Corée du Nord. Sur les photos publiées par l'agence nationale de presse nord-coréenne, on peut voir les débris d'un drone et des composants gris et bleus qui seraient des caméras. Dans un premier temps, Séoul a nié toute implication. Une équipe conjointe de l'armée et de la police a par la suite déclaré qu'une enquête avait été ouverte. Elle concerne 3 soldats et un membre des services secrets. Le président sud-coréen Lee Jae-myung, qui cherche à rétablir les échanges avec la Corée du Nord, promet de mettre fin à l'utilisation de drones. Des actes pour lesquels son prédécesseur, l'ancien président Yoon Suk-yeol, est actuellement jugé. Il est accusé d'avoir envoyé illégalement des drones en Corée du Nord afin de créer un prétexte pour déclarer la loi martiale à la fin de l'année 2024. 81 ans après l'armistice, la Slovaquie se débat encore avec l'application des lois de l'après-guerre. Les décrets Beneš, du nom de l'ancien président slovaque, établissaient l'expulsion et l'expropriation des Hongrois de Slovaquie et des Allemands des Sudètes. Officiellement, la Slovaquie ne les applique plus, mais dans la pratique, l'État revendique des terres confisquées après-guerre. Or, selon un avocat interrogé par Euronews, la propriété publique de ces terres n'est pas enregistrée au cadastre. Több száz emberről van szó, több száz hektárról van szó, és mivel ugye 18-19-es időszakban az autópálya alatti földekről volt szó, ezért ezeknek a földeknek az értéke is meghaladhatja a 100 millió eurót is. L'opposition et la minorité hongroise de Slovaquie s'opposent à ces pratiques. Des rassemblements ont eu lieu en décembre dernier. Les manifestants protestaient notamment contre la pénalisation de toute remise en cause des décrets Beneš. Pour avoir contesté les décrets Beneš, le responsable politique Urs Orosz a fait l'objet d'une plainte.
Én azt gondolom, hogy a megfélemlítés az a maximális lehetséges módszerekkel és erőbedobással egyébként zajlik, de az is igaz, hogy valószínű hatóságok se tudják, hogy mit kezdjenek ezzel, mert hát kicsit ez egy ilyen túltolt bicikli esete ez a BTK módosítás, hiszen ijeszgetni akartak, csak aztán voltak olyan polgárok, akik nem ijedtek meg, és most nem nagyon tudnak velük mit kezdeni. De leur côté, les soutiens du gouvernement slovaque assurent qu'il n'est pas question de nationaliser des terrains, mais simplement de corriger des erreurs d'enregistrement au cadastre. Cela faisait 15 semaines qu'ils avaient débuté leur périple. Ce mardi, 19 moines bouddhistes sont arrivés à Washington depuis le Texas, au terme d'une expédition longue de 3700 km et 108 jours à travers le pays, marquant ainsi la fin d'une marche pour la paix. Vêtus de leur robe couleur safran et accompagnés de leur chien, Aloka, ces moines sont devenus des figures incontournables sur les réseaux sociaux où des millions de personnes ont suivi leur trajet. Tout au long de leur périple, des milliers de personnes se sont rassemblées pour assister à cette longue procession silencieuse. Alors que le pays est frappé par d'importantes tensions sociales dues notamment à la police de l'immigration, cette marche pour la paix, tradition très appréciée dans le bouddhisme Theravada, a offert un rare moment d'unité. Pour les moines, cette procession n'est pas un mouvement politique, mais une offrande spirituelle et une invitation à vivre la paix à travers les actions du quotidien. Ce mercredi, ils prévoient de traverser le Capitol Hill et de tenir une cérémonie au Lincoln Memorial avant de rentrer au Texas, mais en bus cette fois.